Mon frère a gravement blessé la jambe de mon fils de 6 ans avec une barre de fer lors du barbecue familial. Quand j'ai entendu mon fils hurler, j'ai couru dehors et je l'ai trouvé par terre, sa jambe pliée dans un angle anormal. Mon frère se tenait là, tenant la barre ensanglantée, et a dit « Il a touché ma bière ». Mes parents ont quand même dit qu'il l'avait mérité. Ma mère a ajouté « Il devrait apprendre à ne pas toucher aux affaires des autres ». Mon père a acquiescé. Ton frère ne faisait que lui donner une leçon. Ma sœur a ri. Peut-être que maintenant, il écoutera. Quand j'ai essayé d'appeler le 911, mon père m'a arraché le téléphone des mains et l'a jeté. N'ose même pas y penser. Mon frère a de nouveau donné un coup de pied à mon fils alors qu'il pleurait de douleur. Arrête de faire ton cinéma. Je me suis débattue et j'ai réussi à emmener mon fils à l'hôpital. Les médecins ont dit que sa jambe était brisée en plusieurs morceaux. Ce que j'ai fait ensuite a plongé toute ma famille dans la terreur. Le son me hante encore. Ce cri aigu a fendu l'air de l'après-midi comme un couteau dans la chair, perçant le brouhaha des conversations et le rock classique qui s'échappait de l'enceinte portable. J'ai laissé tomber le saladier de pommes de terre que je transportais depuis la cuisine, le plastique heurtant le béton alors que je sprintais vers le jardin. Mon fils Tyler gisait sur l'herbe près de la table de pique-nique, son petit corps secoué de sanglots. Sa jambe droite était tordue dans un angle qui m'a retourné l'estomac. Le sang imbibait son short cargo, s'étalant sur le tissu vert en taches sombres. À 1 mètre de là se tenait mon frère Case, une barre de fer serrée dans ses 2 mains, son extrémité maculée de cramoisi. Il a touché ma bière, dit Case d'un ton neutre, comme s'il venait d'expliquer pourquoi il avait changé de chaîne de télévision. Je suis tombé à genoux à côté de Tyler, mes mains tremblant alors que j'essayais d'évaluer les dégâts sans le bouger. Son visage était devenu pâle, des larmes coulant sur ses joues tandis qu'il haletait entre 2 cris. La jambe était pliée juste en dessous du genou, et je pouvais déjà voir l'enflure commencer. Que as-tu fait ? Les mots sont sortis comme un murmure, mon cerveau luttant pour comprendre la scène. Je t'ai dit ce que j'ai fait. Case jeta la barre sur l'herbe. Le petit morveux a attrapé ma corona. Personne ne touche à mes affaires. Ma mère est apparue au coin de la maison, mon père juste derrière elle. J'ai levé les yeux vers eux, m'attendant à l'horreur, m'attendant à ce qu'ils appellent immédiatement les secours. Au lieu de cela, ma mère a croisé les bras et a secoué la tête en regardant Tyler. Il devrait apprendre à ne pas toucher aux affaires des autres, dit-elle froidement. Le monde a basculé. Maman, regarde-le. Nous avons besoin d'une ambulance, tout de suite. Ton frère ne faisait que lui donner une leçon, ajouta mon père, se plaçant à côté de Case comme s'il formait un front uni. Peut-être que la prochaine fois, Tyler réfléchira à 2 fois avant de prendre des choses qui ne lui appartiennent pas. Ma sœur Véronica est sortie par la porte arrière, a jeté un coup d'œil à la situation et a carrément ri. Le son est sorti, sec et cruel. Peut-être que maintenant, il écoutera quand les adultes lui diront non. J'ai cherché mon téléphone dans ma poche, les doigts engourdis alors que j'essayais de déverrouiller l'écran. Avant que je puisse composer le numéro, mon père s'est jeté sur moi et me l'a arraché des mains. Il l'a lancé violemment contre la clôture, et j'ai entendu l'écran se briser. N'ose même pas appeler qui que ce soit, gronda-t-il. C'est une affaire de famille. Les cris de Tyler s'étaient transformés en gémissements, ses petites mains s'agrippant à l'herbe. J'ai commencé à le prendre dans mes bras, désespéré de l'éloigner de ces gens que je ne reconnaissais plus. Case s'est avancé et a donné un coup de pied dans la jambe blessée de Tyler. Le cri de mon fils s'est élevé à nouveau, plus fort qu'avant. Un son d'agonie pur qu'aucun enfant ne devrait jamais produire. Arrête de faire ton cinéma, ricana Case. Quelque chose s'est brisé en moi. Je me suis jeté sur Case, le prenant suffisamment par surprise pour le pousser en arrière. Il a trébuché mais n'est pas tombé. Mon père m'a attrapé par les épaules par derrière, essayant de me tirer. Laisse-la, a crié ma mère, mais pas à mon père. À moi. Tu fais une scène. Je me suis dégagé de l'emprise de mon père et j'ai pris Tyler dans mes bras aussi prudemment que possible. Il a crié quand je l'ai déplacé, mais je n'avais pas le choix. Ces gens le laisseraient souffrir plutôt que d'admettre que Case avait fait quelque chose de mal.
Véronica bloquait le chemin vers le portail latéral. Où crois-tu que tu vas? Bouge. Ma voix est sortie, basse et dangereuse. Bouge tout de suite ou je jure que je te passerai dessus. Quelque chose dans mon expression l'a fait s'écarter. J'ai porté Tyler à travers le portail, me déplaçant aussi vite que possible tout en essayant de garder ses jambes stables. Ma voiture était garée dans l'allée et j'ai réussi à le mettre sur la banquette arrière, allongé avec sa tête sur ma veste en boule. Le trajet jusqu'à l'hôpital Sainte-Catherine a duré 12 minutes qui ont semblé 12 heures. Tyler perdait et reprenait conscience, sa respiration superficielle. J'ai brûlé 2 feux rouges et klaxonné quiconque ne bougeait pas assez vite. Le personnel des urgences m'a accueilli à l'entrée avec un brancard. Une infirmière aux yeux bienveillants m'a aidé à transférer Tyler tout en me posant une rafale de questions sur ce qui s'était passé. Je lui ai dit la vérité, chaque détail horrible, pendant qu'il l'emmenait vers les salles d'examen. Le docteur Angela Brennan est sorti 1 heure plus tard, son expression grave. Votre fils a une fracture ouverte du tibia avec de multiples déplacements. Il y a des lésions importantes des tissus mous. Nous l'emmenons en chirurgie d'ici 1 heure pour fixer l'os et réparer ce que nous pouvons. Est-ce qu'il ira bien? Ma voix s'est brisée. Les enfants sont résistants, mais c'est grave. Il aura besoin d'une kinésithérapie intensive. Il pourrait y avoir des séquelles permanentes sur sa mobilité. Elle a fait une pause. La police est en route. Des blessures comme celle-ci n'arrivent pas par accident. L'inspecteur Marcus Winters est arrivé pendant que Tyler était en chirurgie. Il s'est présenté et a écouté attentivement mon récit, expliquant que mon nom de jeune fille était Patterson, le même que celui de mes parents et de mon frère Case. Il a écouté mon histoire sans m'interrompre, prenant des notes détaillées. Quand j'ai eu fini, il a fermé son carnet et m'a regardé avec un mélange de sympathie et de détermination. Nous allons porter plainte, a-t-il dit. Il s'agit d'une agression aggravée sur mineur, peut-être d'une tentative de meurtre étant donné la gravité. Je dois vous avertir que votre famille pourrait essayer de vous faire pression pour que vous abandonniez. Je ne le ferai pas, ai-je dit immédiatement. Quoi qu'il en coûte. Il a hoché la tête. Bien. Nous aurons besoin de photos de ces blessures, des rapports du médecin, et je vais obtenir un mandat pour cette barre de fer. Avez-vous un endroit sûr où loger? Votre famille sait où vous habitez. La question a glacé mon sang. Je n'avais pas pensé aussi loin. J'ai une amie qui pourrait nous héberger temporairement. Prenez ces dispositions. Il m'a tendu sa carte. Appelez-moi si quelqu'un de votre famille vous contacte. Documentez tout. Tyler est sorti de chirurgie 3 heures plus tard. Le docteur Brennan a expliqué qu'ils avaient inséré une tige métallique pour stabiliser le tibia et avaient dû réparer les dommages musculaires environnants. Sa jambe était dans un plâtre de la cheville à la cuisse, surélevée sur des oreillers. Je me suis assise près de son lit, lui tenant la main pendant qu'il se remettait de l'anesthésie. Mon téléphone était détruit, mais l'hôpital m'a laissé utiliser leur ligne fixe pour appeler mon amie Nicole. Elle est arrivée en 30 minutes, a jeté un coup d'œil à mon visage et m'a serré dans ses bras. Vous restez tous les 2 avec moi, a-t-elle dit fermement. Pas de discussion. Au cours de la semaine suivante, les choses ont bougé plus vite que je ne l'avais prévu. L'inspecteur Winters a arrêté Case à son appartement. Mes parents se sont présentés une fois à l'hôpital, exigeant de voir Tyler. La sécurité les a escortés dehors quand j'ai refusé. Véronica a envoyé une série de messages par des amis communs, me traitant de dramatique et prétendant que je détruisais la famille pour un accident. Un accident? Comme si Case avait trébuché et avait accidentellement balancé une barre de fer avec assez de force pour briser la jambe d'un enfant. La procureure chargée de l'affaire était une femme nommée Patricia Morale, qui avait la réputation d'être implacable. Elle m'a rencontré dans une salle de conférence du palais de justice, a examiné toutes les preuves et a exposé la stratégie de l'accusation. Votre frère va prétendre que votre fils l'a provoqué. Il expliquera que prendre sa bière était un acte de vol ou de défi justifiant une correction. Son avocat essaiera de présenter cela comme le droit d'un parent de corriger un enfant qui se comporte mal. Tyler n'est même pas son enfant, ai-je dit. Et ce n'était pas une correction.
C'était de la violence. Je sais. Nous avons les preuves médicales, les témoignages du personnel de l'hôpital qui a entendu votre premier récit, et la barre de fer elle-même, qui porte encore des traces de sang et de tissu. Mais je dois vous préparer à ce que votre famille témoigne contre vous. Elle avait raison. Lors de l'audience préliminaire 2 semaines plus tard, ma mère, mon père et Véronica ont tous témoigné. Ils ont affirmé que Tyler s'était mal comporté toute la journée, qu'il avait délibérément détruit les biens de Case à plusieurs reprises, que Case avait seulement voulu lui faire peur. Ma mère a même pleuré à la barre, racontant comment je déchirais la famille pour un malentendu. Mon père a décrit Case comme un homme bon qui avait fait une erreur dans le feu de l'action. Véronica m'a dépeinte comme une mère surprotectrice qui avait toujours trop couvé Tyler. La juge n'a pas été dupe. Elle a fixé une caution de $500 000 et a ordonné à Case de n'avoir aucun contact avec des mineurs. Mes parents ont payé la caution en 2 jours. La convalescence de Tyler a été lente et douloureuse. La kinésithérapie le faisait pleurer. Les exercices poussaient sa jambe en voie de guérison d'une manière qui faisait mal malgré les médicaments. Il faisait des cauchemars à propos du barbecue, se réveillant en hurlant que quelqu'un lui faisait du mal. J'ai trouvé un psychologue pour enfants spécialisé dans les traumatismes et nous avons commencé des séances hebdomadaires. Pendant ce temps, je gérais mes propres retombées. Mes parents appelaient constamment jusqu'à ce que je bloque leur numéro. Ils se sont présentés chez Nicole jusqu'à ce qu'elle menace d'appeler la police. Des membres de la famille élargie dont je n'avais pas entendu parler depuis des années avaient soudainement des opinions sur mes choix, la plupart prenant le parti de Case. Ma tante Paula a été l'exception. Elle m'a appelé 3 semaines après l'incident, la voix tendue de colère. Je viens d'apprendre ce qui s'est passé. Ta mère a dit à tout le monde que Tyler allait bien et que tu exagérais. J'ai dû apprendre la vérité par un voisin qui a vu les rapports de l'hôpital en ligne. Les rapports hospitaliers ne devraient pas être en ligne, ai-je dit, alarmée. Non. Mais les archives judiciaires le sont. L'audience préliminaire est une information publique. Elle a fait une pause. Je veux aider. De quoi as-tu besoin? Ce dont j'avais besoin, c'était la preuve que ce n'était pas la première fois que Case était violent. Paula a compris immédiatement. Elle avait vécu toute sa vie dans la même petite ville et connaissait les affaires de tout le monde. En 1 semaine, elle m'avait mise en contact avec 3 autres personnes que Case avait blessées au fil des ans. Il y avait Brandon Mills, que Case avait mis à l'hôpital lors d'une bagarre de bar. L'affaire avait été réglée à l'amiable après que mes parents eurent payé ses frais médicaux, et il avait accepté de ne pas porter plainte. Il y avait Amanda Chen, l'ex-petite amie de Case, qui avait une ordonnance restrictive contre lui après qu'il lui eut cassé le poignet lors d'une dispute. Et il y avait Jeffrey Porter, un ancien collègue que Case avait agressé sur le parking pour une histoire d'heures supplémentaires. Aucun d'eux n'avait poursuivi sérieusement l'affaire, principalement parce que mes parents avaient de l'argent et de l'influence dans notre ville natale. Case avait appris que la violence n'avait pas de réelles conséquences tant que nos parents nettoyaient ses dégâts. J'ai donné toutes ces informations à Patricia Morale. Elle a interrogé chaque personne, établissant un schéma de comportement qui montrait que l'agression de Case sur Tyler n'était pas un incident isolé, mais faisait partie d'une longue histoire de réactions violentes à des provocations mineures. Le procès a été fixé 4 mois après l'incident. Tyler marchait à nouveau à ce moment-là, bien qu'avec une boiterie prononcée que le médecin disait pouvoir être permanente. Il avait pris du poids à cause de son activité réduite, et sa confiance en avait pris un coup. Le garçon de 6 ans extraverti, qui aimait jouer au football et grimper aux arbres, était devenu renfermé et nerveux. Mes parents ont engagé un avocat de la défense coûteux, Robert Ashford, qui a immédiatement tenté de faire rejeter les incidents antérieurs comme étant préjudiciables. Le juge les a autorisés comme établissant un schéma. L'accusation avait la barre de fer, les preuves médicales montrant l'étendue des blessures de Tyler, et mon témoignage sur ce qui s'était passé. Ce à quoi il ne s'attendait pas, c'était la vidéo. La fille adolescente de Nicole, Madison, avait été au barbecue ce jour-là, s'ennuyant et jouant sur son téléphone dans la maison. Elle avait commencé à enregistrer à travers la fenêtre de la cuisine quand elle avait entendu des cris, capturant tout l'incident, de Case frappant Tyler à mon père détruisant mon téléphone.
La vidéo était tremblante et l'audio étouffé par la vitre, mais elle montrait tout. Madison n'avait parlé de la vidéo à personne parce qu'elle avait eu peur. Sa mère était mon amie et elle ne voulait pas s'impliquer dans un drame familial. Mais quand elle a entendu Nicole et moi parler du procès, de la façon dont l'avocat de Case prétendait que Tyler avait attaqué Case en premier, elle s'est manifestée. La vidéo était la pièce finale. Le jury l'a visionnée pendant le procès, et j'ai vu plusieurs d'entre eux s'essuyer les yeux. Le visage de Case est devenu rouge alors que ses propres mots étaient suffisamment clairs pour être compris. Il a touché ma bière. Puis, plus tard, le coup de pied alors que Tyler gisait en pleurant. Arrête de faire ton cinéma. Ma famille était assise dans la salle d'audience derrière Case. Ma mère gardait un visage neutre, mais mon père avait l'air furieux. Véronica me fixait avec une telle haine que j'ai dû détourner le regard. Le jury a délibéré pendant 3 heures. Ils ont déclaré Case coupable d'agression aggravée sur mineur, de mise en danger d'enfants et de coups et blessures ayant entraîné des lésions corporelles graves. Le juge l'a condamné à 8 ans de prison avec possibilité de libération conditionnelle après 5 ans, ainsi qu'à une gestion de la colère obligatoire et à une interdiction permanente de contact non supervisé avec des enfants. Mes parents se sont levés et sont sortis sans me regarder. Véronica a suivi, mais pas avant de se tourner pour articuler silencieusement dans ma direction, « J'espère que tu es heureuse. » Je n'étais pas heureuse. Mon fils avait été blessé, peut-être à vie. Ma famille m'avait montré qu'elle accordait plus de valeur à la fierté de Case qu'à la sécurité de Tyler. Mais j'étais satisfaite que justice ait été rendue. Les semaines qui ont suivi la condamnation de Case ont apporté un calme inattendu, comme le silence étrange après le passage d'une tempête. Tyler faisait des progrès en kinésithérapie, bien que chaque séance le laisse épuisé et endolori. Je le regardais se débattre avec des exercices qui auraient dû être simples pour un enfant de 6 ans, et la rage montait à nouveau dans ma poitrine. La maison de Nicole était devenue notre sanctuaire. Sa fille Madison se sentait terriblement mal de ne pas s'être manifestée plus tôt avec la vidéo, mais je l'ai assurée qu'elle n'avait rien fait de mal. Elle n'était qu'une enfant qui avait eu peur, et ses preuves avaient finalement scellé le sort de Case. Elle et Tyler avaient noué une amitié improbable, Madison lui lisant des histoires les jours où sa jambe lui faisait trop mal pour qu'il se concentre sur autre chose. Pendant cette période, j'ai commencé à recevoir des messages de personnes que je connaissais à peine. Des camarades de lycée à qui je n'avais pas parlé depuis des années voulaient soudain partager leurs propres histoires sur Case. Le tableau qui s'est dessiné était plus sombre que je ne l'avais imaginé. Une femme nommée Stephanie Davis m'a contacté via les réseaux sociaux, expliquant que Case avait attaqué son jeune frère dans une piscine municipale il y a 7 ans. Le garçon avait accidentellement éclaboussé Case en jouant, et Case lui avait maintenu la tête sous l'eau jusqu'à ce que les maîtres nageurs interviennent. Mes parents avaient payé $10 000 à la famille pour qu'elle se taise, prétendant que Case avait bu et ne savait pas ce qu'il faisait. Ensuite, il y a eu Michael Torres, qui était au lycée avec Case. Il a décrit comment Case l'avait si violemment battu lors d'une dispute de match de basket qu'il avait eu besoin d'une reconstruction dentaire. Une fois de plus, mes parents avaient signé un chèque et fait disparaître l'affaire. Michael a dit qu'il s'était toujours demandé si Case avait blessé quelqu'un d'autre, mais il avait eu trop honte pour se manifester de lui-même. Chaque histoire suivait le même schéma. Case explosait pour une broutille. Quelqu'un était blessé. Mes parents minimisaient la situation et jetaient de l'argent sur le problème jusqu'à ce qu'il disparaisse. Case ne subissait aucune conséquence réelle, apprenant encore et encore que sa violence était quelque chose que notre famille couvrirait toujours. J'ai compilé chaque récit, chaque élément de preuve, chaque dossier médical que j'ai pu trouver. Le dossier s'est épaissi de documents sur qui était vraiment mon frère, non pas l'homme incompris que mes parents dépeignaient, mais un individu dangereux qui avait été soutenu toute sa vie. Ma tante Paula m'a aidé à creuser plus profondément dans les finances familiales. Elle avait accès à d'anciens relevés bancaires grâce à son poste à la caisse de crédit locale où mes parents avaient des comptes depuis des décennies. Ce qu'elle a trouvé était stupéfiant. Au cours des 15 dernières années, mes parents avaient versé près de $385 000 en règlements, frais juridiques et argent pour acheter le silence lié au comportement de Case. Ils se sont ruinés pour le protéger, a dit Paula, étalant les relevés bancaires sur la table de sa cuisine. Regarde ça.
Ils ont pris une deuxième hypothèque sur la maison il y a 10 ans. Puis une troisième 5 ans plus tard. Tout le capital qu'ils avaient accumulé, partit en fumée. Je fixais les chiffres, comprenant ce qu'ils signifiaient. Mes parents s'étaient toujours présentés comme étant financièrement à l'aise, voire aisés. Ils avaient aidé à payer le mariage de Véronica, lui avaient acheté une voiture quand elle avait obtenu son diplôme, mais ils ne m'avaient jamais offert une aide similaire, prétendant qu'ils devaient être plus prudents avec l'argent en vieillissant. Maintenant, je comprenais pourquoi. Chaque dollar qui aurait pu aller à leur retraite ou à aider leur fille était allé à nettoyer les dégâts de Case. Ils l'avaient choisi lui, avant tout le reste, y compris leur propre sécurité financière. Cette prise de conscience m'a fait voir mon enfance différemment. Toutes ces fois où Case avait eu des ennuis à l'école, avait été renvoyé, arrêté pour consommation d'alcool par un mineur ou agression mineure, mes parents avaient toujours présenté cela comme « les garçons sont comme ça », comme si Case avait du mal à trouver sa place dans le monde. Ils ne l'avaient jamais tenu pour responsable, ne l'avaient jamais forcé à faire face aux conséquences de ses actes. Pendant ce temps, Véronica et moi avions été tenus à des normes complètement différentes. Je me souviens avoir été privé de sortie pendant une semaine pour être rentré 30 minutes après le couvre-feu à 16 ans. Véronica avait perdu ses privilèges de voiture pendant un mois après avoir eu un C en chimie. Mais Case pouvait blesser des gens et ne subir que de douces remontrances sur la nécessité de contrôler son tempérament. Le favoritisme avait été si flagrant, et pourtant je l'avais normalisé parce que c'était tout ce que j'avais toujours connu. Les fils étaient différents, m'avait-on dit. Les garçons avaient besoin de plus de grâce, de plus de compréhension. C'était des foutaises, et ça avait presque coûté à mon fils sa capacité à marcher. La deuxième opération de Tyler a eu lieu 8 semaines après la première. La procédure initiale avait stabilisé l'os, mais le docteur Brennan a expliqué qu'il devait y retourner pour régler certaines complications. Du tissu cicatriciel s'était formé d'une manière qui limitait sa mobilité, et il y avait des inquiétudes concernant l'apport sanguin dans la partie inférieure de sa jambe. Je me suis assise seule dans la salle d'attente chirurgicale. Nicole avait proposé de venir, mais je lui ai dit de rester à la maison avec Madison. C'était quelque chose que je devais affronter seule. L'opération a duré 4 heures, chaque minute s'écoulant lentement pendant que j'imaginais tout ce qui pouvait mal tourner. Le docteur Brennan est sorti, l'air fatigué mais satisfaite. La procédure s'est bien déroulée. Nous avons nettoyé le tissu problématique et restauré une circulation correcte. Son délai de récupération vient de s'allonger de 6 semaines, mais cela devrait améliorer son pronostic à long terme. Encore 6 semaines de douleur pour mon enfant. Encore 6 semaines de mobilité limitée et de frustration. Tout ça parce que Case ne pouvait pas contrôler son tempérament pour une bouteille de bière. Pendant la convalescence de Tyler après la deuxième opération, l'inspecteur Winters a appelé avec une mise à jour. Nous avons été contactés par quelqu'un qui a été témoin d'un autre incident impliquant votre frère. Celui-ci date d'il y a 3 ans. La victime ne l'a jamais signalé parce que votre famille l'a convaincu de ne pas le faire. La victime était un adolescent nommé Jason Reeves qui travaillait dans une épicerie où Case faisait ses courses. Jason avait accidentellement surfacturé Case en scannant un article 2 fois. Case l'avait suivi sur le parking après son service et l'avait roué de coups au point de lui casser le nez et de lui fêler 2 côtes. Mes parents avaient payé les frais médicaux de Jason et donné 15 000 $ à sa famille pour qu'elle garde le silence. Les parents de Jason se sentent très mal maintenant, a poursuivi l'inspecteur Winters. Ils pensaient faire ce qu'il y avait de mieux pour leur fils, prendre l'argent et passer à autre chose. Mais quand ils ont entendu ce qui est arrivé à Tyler, ils ont réalisé qu'ils avaient permis à votre frère de blesser un autre enfant. La culpabilité devait être écrasante. Je ne pouvais pas imaginer ce que les parents de Jason ressentaient en sachant que leur silence aurait pu contribuer à la blessure de Tyler, mais je comprenais aussi leur position. Mes parents pouvaient être très persuasifs, et 15 000 $ était une somme qui changeait la vie de nombreuses familles. A-t-il quelque chose que nous puissions faire avec cette information maintenant, ai-je demandé. Cela renforce le fait que votre frère a une longue histoire de comportements violents que vos parents ont activement couverte. Le procureur veut savoir si vous envisagez une action civile. C'est à ce moment-là que l'idée a germé. Les poursuites pénales avaient mis Case derrière les barreaux,
mais elle n'avait rien fait pour traiter le rôle de mes parents dans la création du monstre qu'il était devenu. Il l'avait soutenu pendant des décennies, payé ses victimes et lui avait appris que la violence n'avait pas de conséquences durables. Il était peut-être temps qu'ils apprennent différemment. La poursuite civile a suivi. Patricia Moral m'a mise en contact avec un avocat spécialisé en dommages corporels, David Kramer, qui se spécialisait dans les cas de violence familiale. Il a intenté un procès contre Case pour les frais médicaux de Tyler, les coûts de thérapie continue, la douleur et la souffrance, et les besoins médicaux futurs. Mais il a aussi intenté un procès contre mes parents. Ils ont créé un environnement où ils savaient que Case était violent et ont manqué à leur devoir de protéger votre fils, a expliqué David. Ils vous ont activement empêché d'obtenir de l'aide médicale. C'est de la négligence au minimum, peut-être une conspiration criminelle. Les dépositions pour le procès civil ont été brutales. Mes parents avaient engagé un autre avocat pour ce procès, un homme habile nommé Harrison Wells, spécialisé dans la défense contre les réclamations pour dommages corporels. Il a essayé de me dépeindre comme une fille vindicative, cherchant la vengeance plutôt que la justice. Il a remis en question mon rôle de mère, suggéré que j'avais été négligente en laissant Tyler s'approcher de Case, insinué que j'exagérais les blessures de Tyler pour un gain financier. David Kramer l'a démoli. Il a présenté les preuves vidéo, les dossiers médicaux montrant 3 opérations et des complications continues, et le témoignage des parents de Jason Reeves sur la façon dont mes parents avaient couvert la violence passée de Case. Il a fait venir toutes les victimes que Case avait jamais blessées, étalant toute l'étendue de la complicité de mes parents devant le tribunal. Le témoignage le plus accablant est venu du docteur Sarah Andry, une psychologue familiale que David avait fait venir comme témoin expert. Elle a expliqué comment le schéma de mes parents consistant à permettre la violence de Case avait créé une situation dangereuse dont toute personne raisonnable aurait pu prévoir qu'elle finirait par causer un préjudice grave. Les accusés ont établi un schéma clair sur 15 ans, a témoigné le docteur Andry. Ils savaient que leur fils était violent. Ils savaient qu'il ciblait des gens pour des provocations mineures. Ils ont choisi à plusieurs reprises de cacher son comportement plutôt que de chercher de l'aide pour lui ou de protéger les victimes potentielles. Lors de l'agression contre Tyler, ils ont activement empêché l'enfant de recevoir des soins médicaux immédiats et ont tenté d'intimider la mère pour qu'elle ne signale pas le crime. Cela va au-delà de la négligence et relève de la mise en danger délibérée. J'ai observé le visage de ma mère pendant qu'elle écoutait ce témoignage. Elle était assise parfaitement immobile, les mains jointes sur ses genoux, portant un tailleur bleu marine qui coûtait probablement plus que ce que je gagnais en un mois. Mais ses yeux étaient durs, en colère. Elle n'entendait pas les mots de la psychologue comme une vérité. Elle les entendait comme une attaque. Mon père avait l'air plus vieux que dans mon souvenir. Le stress du procès de Case et de ce procès civil avait creusé de nouvelles rides sur son visage. Ses cheveux étaient devenus complètement gris, mais il se tenait toujours droit comme un i, la mâchoire serrée, refusant de montrer la moindre faiblesse. Quand ma mère a pris la barre, Harrison Wells l'a guidée à travers les événements de cette journée, la laissant présenter sa version de la réalité. Selon elle, Tyler s'était mal comporté tout l'après-midi. Il avait délibérément renversé la bière de Case plus tôt. Il avait couru partout sauvagement bien qu'on lui ait dit de se calmer. Il avait arraché la bouteille de bière directement des mains de Case dans un élan de manque de respect. Case a mal réagi, a admis ma mère d'une voix mesurée et calme. Il a toujours eu un tempérament vif, et nous avons essayé de l'aider avec ça, mais Tyler l'a provoqué toute la journée. Parfois, les enfants doivent apprendre que les actions ont des conséquences. Êtes-vous en train de dire que Tyler méritait de se faire casser la jambe, a demandé David lors du contre-interrogatoire. Je dis que des accidents arrivent pendant une correction, a répondu ma mère en douceur. Case n'avait pas l'intention de blesser Tyler aussi gravement. Il essayait de lui apprendre les limites en le frappant avec une barre de fer assez fort pour lui briser la jambe en plusieurs morceaux. C'était un moment de force excessive pendant ce qui aurait dû être une correction raisonnable. Et quand votre fille a essayé d'appeler le 911 pour son enfant blessé, pourquoi votre mari a-t-il détruit son téléphone? Le sang-froid de ma mère a vacillé une seconde. Nous voulions gérer ça en famille d'abord. Nous ne pensions pas que la blessure était aussi grave qu'elle s'est avérée l'être.
L'enfant hurlait de douleur avec sa jambe pliée dans un angle contre nature. Qu'est-ce qui vous a semblé mineur dans cette situation? Les enfants exagèrent la douleur. Nous pensions qu'ils faisaient du cinéma. La salle d'audience était silencieuse. Même Harrison Wells semblait mal à l'aise avec cette réponse. David a laissé planer le silence un long moment avant de continuer. Madame Patterson, combien de fois au cours des 15 dernières années avez-vous donné de l'argent à des personnes que votre fils Case a agressées? Objection, a dit Harrison. Pertinence. Votre honneur, cela va directement à l'établissement d'un schéma de complicité dans un comportement violent, a argumenté David. Le juge l'a autorisé. Le visage de ma mère s'est crispé alors qu'elle était forcée d'admettre au moins 8 incidents dont elle se souvenait, totalisant environ 385 000 $ en paiement. Et dans l'un de ces cas, avez-vous encouragé Case à chercher de l'aide pour ses problèmes de colère, une thérapie, des cours de gestion de la colère, quoi que ce soit? Nous le lui avons suggéré plusieurs fois. En avez-vous fait une condition de votre soutien financier? Non. Avez-vous suivi pour vous assurer qu'il suivait réellement un traitement? C'est un adulte. Nous ne pouvions pas le forcer. Mais vous pouviez forcer ces victimes à se taire en leur offrant de l'argent, n'est-ce pas? Ma mère n'a pas répondu à cela. Elle a simplement fixé David avec une haine à peine dissimulée. Le témoignage de mon père a été plus court, mais tout aussi accablant. Il a admis avoir détruit mon téléphone, a prétendu qu'il essayait d'empêcher la situation de dégénérer, a dit qu'il pensait que nous pouvions emmener Tyler à l'hôpital nous-mêmes sans impliquer les autorités. Confronté à la vidéo montrant Case donnant un coup de pied à Tyler alors qu'il gisait blessé au sol, l'excuse de mon père fut qu'il n'avait pas vu cette partie. Vous étiez juste là, a souligné David. La vidéo vous montre clairement dans le champ. J'ai dû regarder ailleurs un instant. Assez longtemps pour manquer le moment où votre fils donne un coup de pied à votre petit-fils alors qu'il est déjà gravement blessé. Je ne me souviens pas que ce soit arrivé. C'était une défense faible et tout le monde le savait. Le jury a de nouveau regardé la vidéo. A regardé mon père se tenant à moins de 3 mètres avec une vue dégagée. Sa mémoire sélective ne trompait personne. Le témoignage de Veronica fut peut-être le plus douloureux. Elle m'a décrite comme une mère surprotectrice qui avait toujours traité Tyler comme s'il était en verre. Selon elle, je cherchais une excuse pour couper les ponts avec la famille depuis des années, et l'accident de Case m'avait donné l'occasion parfaite. Elle a toujours été jalouse que Case soit plus proche de nos parents, a dit Veronica. C'est une question de jalousie et de vengeance, pas de protection de son fils. Le contre-interrogatoire de David fut doux mais efficace. Mademoiselle Patterson, vous avez ri quand vous avez vu Tyler blessé au sol. Pourquoi? Veronica s'est agitée sur son siège. Je n'ai pas ri du fait qu'il soit blessé. J'ai ri de la façon dont il était dramatique à ce sujet. Un enfant de 6 ans avec une fracture ouverte était dramatique? Je ne savais pas que c'était si grave à ce moment-là. Quel niveau de blessure vous aurait semblé assez grave? Elle n'avait pas de bonne réponse à cela. Le procès a duré 3 semaines. Le jury a délibéré pendant 2 jours avant de rendre son verdict. Mes parents ont été jugés responsables d'avoir permis la violence de Case et d'avoir manqué à leur devoir de protéger Tyler. Ils ont accordé 2,4 millions de dollars de dommages et intérêts, plus que ce que David avait même demandé. L'avocat de mes parents a tenté de régler discrètement, offrant 50 000 $ pour faire disparaître l'affaire avant le verdict. David a ri et a contre-proposé 2,3 millions. Après le verdict, nous avons finalement conclu un accord pour 1,8 million de dollars afin d'éviter le processus d'appel, structuré pour payer les soins médicaux de Tyler à vie, le reste étant placé dans un trust pour son avenir. L'argent signifiait que Tyler pouvait avoir la meilleure kinésithérapie, les meilleurs soins psychologiques et la sécurité financière. Cela signifiait aussi que mes parents devaient vendre leur maison et réduire considérablement leur train de vie. La maison où j'avais grandi, où les barbecues familiaux avaient autrefois été des occasions heureuses, est allée à des étrangers. Je suis passé devant une fois pendant la vente de succession. Meubles et affaires personnelles couvraient la pelouse. Des inconnus fouillaient dans des décennies de biens familiaux accumulés. Ma mère se tenait sur le porche, regardant, le visage vide.
Elle a vu ma voiture ralentir, et pendant un instant nos regards se sont croisés. Puis je suis partie. La maison s'est vendue 650 000 $, dont la majeure partie a servi à payer le règlement. Mes parents ont emménagé dans un petit appartement de 2 chambres en périphérie de la ville. Leur retraite confortable s'était évaporée, remplacée par un revenu fixe qui leur permettrait de se loger et de se nourrir, mais guère plus. La nouvelle s'est répandue rapidement dans notre ville natale. Les familles que Case avait victimisées se sont senties vengées. Les gens qui avaient toujours su que quelque chose n'allait pas dans la façon dont mes parents traitaient Case ont vu leurs soupçons confirmés. Mais il y avait un autre groupe, les amis de mes parents, les gens de leur église, les anciennes relations familiales, qui me voyaient comme la méchante qui avait détruit ses propres parents pour un accident. J'ai reçu du courrier haineux, des lettres anonymes me disant que j'étais une fille terrible, que je brûlerais en enfer pour ce que j'avais fait à ma famille, que la blessure de Tyler était la punition de Dieu pour mon orgueil. Quelqu'un a laissé un rat mort sur le seuil de Nicole avec une note disant « traître » en lettres capitales. Nous vivions encore avec elle à ce moment-là et l'incident a terrifié sa famille et la mienne. Nous avons installé des caméras de sécurité le lendemain. Le pire est venu de mon oncle George, le frère de mon père. Il s'est présenté un jour au rendez-vous de kinésithérapie de Tyler, ayant réussi à savoir où nous serions. La sécurité a dû l'escorter dehors après qu'il a commencé à crier dans la salle d'attente sur la façon dont j'avais détruit la vie de son frère, comment j'empoisonnais Tyler contre sa famille, comment j'allais pourrir pour mes péchés. Tyler était terrifié. Il s'est accroché à moi en pleurant, demandant pourquoi l'homme en colère criait. Cette nuit-là, de retour chez Nicole, il a de nouveau fait des cauchemars pour la première fois depuis des semaines. J'ai demandé une ordonnance restrictive le lendemain matin. Mais il y avait aussi des points positifs. L'argent du règlement signifiait que Tyler pouvait suivre un programme de thérapie spécialisé dans un hôpital pour enfants à 3 heures de route. Nous faisions le trajet 2 fois par semaine, passant la nuit à l'hôtel pour que Tyler ne soit pas épuisé par le voyage. Les thérapeutes là-bas travaillaient avec des enfants ayant subi de graves traumatismes et blessures physiques. Tyler s'est lié d'amitié avec d'autres enfants qui comprenaient ce qu'il traversait. Il est devenu particulièrement proche d'une fille nommée Emma qui avait été heurtée par une voiture et avait des blessures similaires à la jambe. Ils s'encourageaient mutuellement lors d'exercices difficiles, célébraient ensemble de petites victoires et partageaient des stratégies pour faire face aux séquelles émotionnelles du traumatisme. Voir Tyler aider un autre enfant à traverser une douleur similaire à la sienne m'a montré à quel point il guérissait, non seulement physiquement, mais aussi émotionnellement. La 3e opération a eu lieu 9 mois après la blessure initiale. Le docteur Brennan voulait ajuster une partie du matériel dans la jambe de Tyler au fur et à mesure de sa croissance. L'opération était de routine, mais j'ai quand même passé tout le temps dans la salle d'attente avec l'estomac noué. Paula est venue avec moi cette fois, assise tranquillement à mes côtés et me serrant parfois la main quand mon anxiété devenait trop visible. « Tu as fait ce qu'il fallait » a-t-elle dit à un moment donné. Je sais que ce n'est pas toujours ce que tu ressens, mais c'est la vérité. Hélène et Robert ont créé cette situation. Tu es celle qui a eu le courage d'y mettre fin. Je n'en étais pas toujours sûre. Tard dans la nuit, quand Tyler dormait et que la maison était silencieuse, je me demandais parfois s'il y avait eu un autre moyen. Aurais-je pu gérer les choses différemment? Aurais-je pu protéger Tyler tout en gardant la famille unie? Mais alors je me souvenais du visage de ma mère quand elle a dit que Tyler méritait ce qui lui était arrivé, de mon père détruisant mon téléphone pendant que mon fils hurlait d'agonie, du rire de Véronica, de la botte de Case heurtant la jambe brisée de Tyler. Et je savais qu'il n'y avait pas d'autre moyen. Cette famille était toxique jusqu'à la moelle, et la seule façon de protéger Tyler était de la couper complètement. L'argent signifiait que Tyler pouvait avoir la meilleure kinésithérapie, les meilleurs soins psychologiques et la sécurité financière. Cela signifiait aussi que mes parents devaient vendre leur maison et réduire considérablement leur train de vie. La maison où j'avais grandi, où les barbecues familiaux avaient autrefois été des occasions heureuses, est allée à des étrangers. Véronica m'a appelé après le règlement, hurlant sur la façon dont j'avais détruit la famille. Maman et papa ont tout perdu à cause de toi. Case est en prison. Et pourquoi? Tyler va bien. Tyler a une boiterie permanente, ai-je dit calmement.
Il fait des cauchemars. Il a peur des bruits forts et ne s'approche plus des barbecues. Il a eu besoin de 3 opérations, mais oui, bien sûr, il va bien. Il a touché la bière de Case. Il devait apprendre les limites. Il a 6 ans. C'est un enfant. Et Case l'a presque estropié pour une bouteille de bière qui valait 3 $. Je me sentais étonnamment calme. Si tu penses que c'est acceptable, alors je suis heureuse d'avoir détruit cette famille. Elle méritait d'être détruite. Elle a raccroché. Je n'ai plus jamais entendu parler d'elle. La vie a repris son cours, lentement. La kinésithérapie de Tyler a continué pendant 18 mois avant que ses médecins ne l'autorisent à reprendre des activités normales, bien qu'ils aient prévenu que la boiterie serait probablement permanente. La guérison psychologique a pris plus de temps. Il avait 9 ans avant de pouvoir parler de ce jour sans se fermer. Et même alors, cela venait par petits morceaux. Un détail ici, un sentiment là, jamais l'histoire complète d'un seul coup. J'ai coupé tout contact avec mes parents et Véronica. Paula est restée dans ma vie, le seul membre de la famille qui nous a soutenus. Elle a témoigné à l'audience de libération conditionnelle de Case 5 ans plus tard, décrivant son histoire de violence et comment mes parents l'avaient permis. La commission des libérations conditionnelles a refusé sa libération. Tyler a 11 ans maintenant, 5 ans après ce terrible jour au barbecue. Il pratique des sports adaptés et a des amis qui ne se souviennent pas de lui comme du garçon à la jambe blessée. Il a commencé à retrouver sa confiance en lui, bien qu'il ait encore des moments où le traumatisme refait surface. Nous sommes tous les deux en thérapie, travaillant sur ce qui s'est passé et sur la façon d'aller de l'avant. Parfois, les gens me demandent si je regrette la tournure des événements. Si j'aurais aimé gérer les choses différemment, trouver un moyen de garder la famille unie tout en protégeant Tyler. La réponse est simple, non. Ma famille a fait ses choix ce jour-là au barbecue. Ils ont choisi l'ego de Case plutôt que la sécurité d'un enfant. Ils ont choisi de protéger un agresseur plutôt que sa victime. Ils m'ont montré exactement qui ils étaient au moment crucial. J'ai choisi mon fils. J'ai choisi la justice. J'ai choisi de m'assurer que Tyler sache que ce qui lui était arrivé était mal et que les personnes qui l'avaient blessé en subiraient les conséquences. Ce n'est pas quelque chose que je regretterai jamais. Le spécialiste des traumatismes que Tyler voit dit qu'il fait des progrès remarquables. Sa jambe portera toujours la preuve de ce que Case a fait, mais son esprit guérit. Il apprend qu'il est en sécurité, que les gens qui blessent les enfants font face à la justice, et que sa mère le protégera toujours. Mes parents ont envoyé une lettre l'année dernière par l'intermédiaire de leur avocat, demandant si nous pouvions nous réconcilier pour le bien de la famille. Je n'ai pas répondu. Il n'y a pas de famille avec qui se réconcilier. Ils ont fait ce choix quand mon père a jeté mon téléphone contre la clôture. Quand ma mère a dit que Tyler méritait ce qui lui était arrivé. Quand Véronica a ri de la souffrance d'un enfant. Case a encore 7 ans à purger sur sa peine, à moins qu'il n'obtienne une libération conditionnelle. J'assiste à chaque audience pour m'assurer qu'il purge chaque jour qui lui a été donné. Tyler mérite cela et bien plus encore. L'argent du règlement est placé sur des comptes soigneusement gérés, garantissant que Tyler n'aura jamais à s'inquiéter des frais médicaux ou de son avenir. Il veut devenir médecin quand il sera grand, plus précisément chirurgien orthopédiste pédiatrique. Pour que je puisse aider d'autres enfants comme moi, a-t-il expliqué. C'est à ce moment-là que je sais que nous allons nous en sortir. Tous les deux. Malgré tout ce que ma famille de naissance nous a fait subir, malgré la douleur et le traumatisme, nous avons survécu. Plus que cela, nous construisons quelque chose de meilleur. La justice ne consistait pas seulement à ce que Case aille en prison ou que mes parents perdent leur maison. Il s'agissait de montrer à Tyler que sa douleur comptait, que les adultes qui blessent les enfants subissent des conséquences, et qu'il méritait d'être protégé, même si cela signifiait être seul contre tous ceux que j'avais connus toute ma vie. Certains ponts méritent d'être brûlés. La relation avec mes parents, avec Case, avec Véronica, ces ponts étaient construits sur un amour conditionnel qui s'est évaporé au moment où protéger Tyler est devenu gênant. J'ai allumé l'allumette moi-même et je les ai regardés brûler, les yeux clairs et sans aucun regret.